Elles sont des femmes sénégalaises ou d'origine sénégalaise, aux profils divers et provenant de diverses classes sociales. Pendant 1 heure, et sur un ton intimiste, nous interrogerons avec elles leur place, de celle qu'on leur a assignée à ce qu'elles en ont fait, vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux. Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Professeure d'histoire, titulaire d'un PhD en genre, citoyenneté et bonne gouvernance, ancienne vice-présidente du Sénat, première femme leader de parti au Sénégal, conseillère à la présidence en approche genre, ancienne membre du RND de Cheikh Anta Diop, elle rejoint par la suite le parti créé par le professeur Iba Der Thiam et occupe les fonctions de présidente nationale des femmes. Ancienne membre du COSEF, membre de l'Observatoire national de la parité et l'Institut panafricain de stratégie, la secrétaire générale du Parti pour la Renaissance africaine, reconnue officiellement le 5 juin 2000, a mis les femmes et les jeunes au devant de son combat tout au long de sa présence sur la scène politique. Je suis heureuse d'être en face de vous aujourd'hui, Madame Ly. C'est l'occasion pour moi de remercier ma mère qui, depuis le début, alimente en continu ma liste de femmes. C'est par son entremise que je suis en face de vous aujourd'hui, parce qu'elle a facilité cette rencontre-là. Mariam Wali, bienvenue dans Conversation féminine. Merci ma fille. Merci beaucoup. Merci beaucoup et c'est un honneur. Vu la liste extraordinaire des femmes inspirantes que vous avez pu contacter, alors c'est un honneur pour moi de faire partie de cette liste. Mais tout le plaisir est pour moi. Sincèrement, tout le plaisir est pour moi. Parce que c'est vrai, beaucoup de gens diront on vous a perdu de vue, on ne vous voit plus réellement, mais c'est toujours frais dans ma tête, en tout cas moi, de cette participation, du fait que vous étiez et que vous êtes la première femme encore à avoir mis en place son parti et à avoir eu des ambitions présidentielles. D'où vous vient cette ambition-là? Comment elle s'est construite? Voilà, elle s'est construite au fil des années. Parce que je dois dire que j'ai commencé très tôt. J'avais 16 ans. La politique? La politique, oui. Disons. Oui. J'ai adhéré comme ça, de loin, au Parti pour l'indépendance africaine, de loin, sans avoir une carte, sans être inscrite sur leur liste, parce que simplement j'habitais sur l'avenue qui est devenue des années du centenaire. L'avenue des centenaires, ça s'appelait maintenant Général de Gaulle. Oui. Alors j'habitais là et il y avait le champ de course qui était à côté, qui était sur la rue. Et le 14 juillet était bien fêté par les Français, parce que c'est la fête de la France. Et le Parti africain pour l'indépendance manifestait. Ils étaient là et on leur lançait des grenades, on les battait. Et j'ai été tellement survoltée de voir un policier qui, plusieurs policiers sur un Sénégalais. Je revois encore son raptor rebroussé et qui était sous les bottes des policiers. Et j'ai rué vers les policiers, les gens m'ont retenu. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis revenue chez moi en pleurant et tout. Et on m'a expliqué. On m'a expliqué que voilà, c'est des gens qui veulent l'indépendance avec le Français veulent rester, nous dominer. Voilà. Alors que les Français ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Voilà, c'est parti comme ça. Et je me suis intéressée au fil du temps. D'autant plus que je suis née dans les années 50, début 50. Et j'ai fait mon école primaire pendant la colonisation. Donc presque tout mon année scolaire. Primaire. Tout le cycle primaire? Tout le cycle primaire. Vous allez avoir des problèmes parce que je vécu plus longtemps aux États-Unis. Il n'y a aucun souci. J'ai des problèmes avec l'anglais. Il m'arrive de mettre des mots anglais. Ça me va, il n'y a aucun souci. Non, pas de mettre des mots anglais, mais je réfléchis avant de parler en français maintenant. Je parle mieux le polar, le wolof et l'anglais. Oui, je comprends. Non, c'est pour chahuter les Français, mais non, c'est pas vrai. Je suis professeure en français pendant des années. Alors donc, c'est à partir de là, comme j'ai eu des leçons d'histoire sur Lat Dior, sur Samori Touré, sur Cheikh Omar Foutiyou. Et on nous disait, tiens-toi bien, Lat Dior est un roi sanguinaire. Ah oui. Voilà
ce que la colonisation, pour faire la différence entre les Français et le système colonial inculquait aux jeunes africains, en leur disant, vos chefs sont des sanguinaires qui ouvraient les ventres des femmes pour sortir les enfants, des trucs comme ça. Et comme je suis luée par le sang, par la dure, ça m'a étonné. Quand je suis arrivée, je dis à mes parents, comment est-ce que tu es New York, maman, que sanguinaire? On me dit, c'est pas vrai. Vous voyez comment, petit à petit, je me suis intéressée. Et quand j'ai été au lycée, je suis entrée directement dans les grèves contre... Je disais à un de mes naissances, à mon père, parce que c'est le cousin de mon père, cher Baké, et le Fatma, je disais, papa, maintenant, il y en a qui n'ont pas de bourse. Il y en a qui n'ont pas où passer la journée, qui passent la journée dans la rue. Alors nous faisons la grève pour acquérir des bourses et tout ça. Donc j'ai dirigé des grèves. Oui. Très tôt, j'ai dirigé des grèves. Oui. Au lycée, j'étais à la tête des grèves. Et vous étiez à quel lycée? J'ai fait ce qui est devenu le lycée d'application par la suite. Seydou Nourou-Tall. Seydou Nourou. Mais de 63 au moment où je quittais, c'était le collège d'application à l'école normale supérieure. Oui, tout à fait. Donc après le BFM, on nous orientait vers les lycées. Donc j'ai fait le cycle, la 5e à la 3e. Après on nous a affectés à... J'étais à Kennedy, au lycée Kennedy. Kennedy. Oui, ancienne Kennedienne. Ancienne Kennedienne. Et c'est là que j'ai dérivé toutes les grèves jusqu'à ce qu'on m'exclue. Ah oui? En quelle classe vous avez été exclue? J'ai été exclue en seconde. Oui. En seconde. Et vous avez fait quoi? Comment ça se fait? Quand vous rentrez chez vous, vous êtes exclu dans ces temps-là. Comment vous faites? Les parents ne sont pas contents, bien sûr. Bien évidemment. Sauf que j'ai des oncles qui me soutenaient, qui disaient bravo, tu es l'héritière de tes parents qui ont toujours lutté, de tes grands-parents qui ont toujours lutté contre cette colonisation et tout. Mais toujours été que j'étais exclue, il fallait trouver la place. J'ai fait Saint-Michel, mes parents payaient, j'ai fait des écoles privées, et là aussi j'étais dans les réunions. Pour parler de Marie-Angélique Savané, j'étais en contact avec elle et son mari, et j'y suis entrée dans les mouvements de gauche, carrément. Oui, et c'est intéressant, parce qu'avec Marie-Angélique Savané, nous avons abordé ce sujet-là sur les mouvements de gauche. Comment vous les avez rencontrés et intégré cette partie-là, en étant lycéenne? Voilà. Donc moi, en tant que jeune de famille privilégiée, je dois dire, donc, on habitait au Point E, nos fréquentations, c'était donc le quartier, comment ça s'appelle, Fan Résidence, etc. Et c'était, il faut dire que le mouvement de gauche est parti des familles aisées. Oui. Les Blondins d'un côté, les Bas de l'autre, les Savanais, tout, c'était les familles aisées. Alors donc, mes anciens amis, les copains et tout ça, ont commencé à militer, revenant de France, ont commencé à militer dans la gauche. Alors donc j'étais très liée à Omar Blondin et tout. Et petit à petit, je suis entrée dans le mouvement par le canal de quelqu'un qui s'appelle Noum Camara, qui était très lié à Omar Blondin Diop et qui m'a mis en relation avec ce mouvement. Et c'est comme ça que j'ai intégré une cellule d'études et de formation avec Marie-Angélique Savané, avec Desso, avec Binta Sen, avec Anta Diouf. C'était des grandes dames qui étaient un peu plus âgées que moi, et qui sont restées encore à militer, à travailler pour que le peuple africain et les femmes avancent. Et c'est là où on a milité aussi dans les structures où on étudiait chaque samedi le rapport entre hommes et femmes. Oui. On faisait le tour des quartiers avec Marie-Angélique Savané pour étudier quels sont les rapports véritables entre les hommes et les femmes, quelles sont les différentes expériences que le monde a eues par rapport à ces rapports hommes-femmes. On étudiait ce qui s'est passé avec la révolution chinoise, qu'est-ce qui s'est passé en Union soviétique, qu'est-ce qui se passe réellement en France et ailleurs, avec les juges Halimi, le MLH et tout ça. On a étudié qu'est-ce que nous étions, nous. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que les femmes étaient africaines. Je souris. Comment vous étiez accueillis dans les quartiers quand vous allez étudier les rapports entre hommes et femmes? Tu sais, on les caressait dans le sens du poil. Oui. On venait leur dire, on vient vous aider. Et on allait les aider. On avait une pratique de masse, comme on dit, une ligne de masse. On appelle ça ligne de masse. On s'habillait comme eux, on priait comme eux, on parlait comme eux. Et on venait dire, quand ils avaient des problèmes, on était là.
il y avait beaucoup de quartiers populaires. Dakar a changé. Hein. Oui. Il y avait des quartiers populaires, Fass, Colobane, Futmit, etc. On est allé dans ça, on allait travailler. Moi, je suis allée travailler dans une usine, je me suis cachée, j'ai dit à mon père que je suivais des cours de je ne sais plus quoi, et il m'a laissé, je partais du matin jusqu'à une certaine heure, et je suis allée me faire journalière dans une usine de décortiquage de saules et comment ça s'appelle, et crevettes. Pour te dire qu'on allait intégrer, comme on disait, les masses. Et eux, on les faisait prêt. On rentrait dans chaque maison pour dire, venez, on va vous apprendre à lire et à écrire. Et c'est nous qui balayions le quartier, c'est nous qui faisions tout. On venait les cueillir, à la limite leur demander gentiment de venir, les inviter gracieusement à venir suivre nos cours. On disait. Et à partir de là, on avait des amis qui nous aimaient bien, et on discutait. Et ils aimaient bien discuter. C'est petit à petit que la chose s'est agrandie, a donné yehui. Exactement. Oui. C'est assez impressionnant d'avoir ce retour-là et d'avoir cette pratique-là. Parce que vous avez accepté en fait de faire de l'immersion quand vous vouliez atteindre vos cibles, de pouvoir leur parler de la manière la plus adéquate pour qu'ils soient en mesure de pouvoir recevoir votre message. Et oui, c'est intéressant. Et ça me permet je me pose une question. Vous êtes Alpulaar, vous êtes né à Kaskas, que vous avez quitté très tôt pour venir à Dakar. On a dans l'imaginaire ou dans ce que nous voyons des familles Alpulaar qui sont extrêmement strictes. Si vous êtes né dans cet environnement-là avec ce côté très strict et conservateur des familles Alpulaar, comment vous avez fait cette place que vous vous êtes créée? Comment vous l'avez fait? Oui, vous avez bien dit strict et conservateur. Oui. Alors, strict et conservateur de quoi? C'est ce que je veux. Exactement. C'est ça le problème. Oui. Parce que la culture pulaar est une culture qui est très, très favorable à la femme, contrairement à ce que les gens pensent. Pour vous donner des exemples, c'est vrai qu'on se marie tôt, c'est ce que l'on nous reproche. C'est vrai qu'il y a eu l'excision à un moment, c'est ce que les gens reprochent. Mais, quel que soit X, c'était pour protéger des styles. Et si on va jusqu'au bout, on verra que c'est ça l'objectif. Okay? C'est pour être sur la Sirat al-Mustaqim de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'ils font tout ça. Donc, il y a une culture. Vous savez, le Fouta a fait sa révolution très tôt, en 1700. Et qui a abouti en 1776 et qui a mis en place l'État théocratique du Fouta qui part de Dagana jusqu'à Bakel. Et là, ils ont respecté les préceptes de l'islam. Et qu'est-ce que l'islam dit pour les femmes? C'est ce qu'ils font. Ok? Alors donc, les gens pensent que les femmes étaient réprimées. Non. Les femmes, tant qu'elles étaient... Pour donner un exemple, quand tu te maries, tu peux le donner à quelqu'un qui allait ton enfant. Les femmes ne sont pas obligées. Les femmes ont des travailleurs qui travaillent pour eux. Elles ne sont pas épousées pour travailler forcément. En tout cas, dans nos familles à nous. OK? Et quand il a assez de lait pour nourrir son enfant, on lui dit, il faut que le mari augmente la dot.
Beidou de Tengue. Quand elle accouche, elle a droit à chaque accouchement à 2 mois de repos où elle se retire chez ses parents. Au moment de la ménopause, elle devient un notable, une notable. On lui construit d'ailleurs un lit, un strapotin, j'allais dire, à la cour, et elle s'assoit et participe à toutes les décisions du village directement. Elle ne se voile même plus. Elle a des tresses spéciales, très jolies, bien décorées. Et elle met une sorte de tulle pour montrer que maintenant, elle est libre de ça. Parce que la femme de l'autre ne doit pas s'exposer aux autres. Mais une fois parce que la femme, une fois qu'elle a fait ses enfants, elle est libre. Voilà, pour te dire que le Fouta est comme ça. Et on a eu beaucoup de femmes qui ont participé aux luttes. Comme toutes les femmes de l'islam et comme toutes les femmes du monde d'ailleurs, qui participent à l'ombre, aux luttes de libération et tout ça. Donc moi, je n'ai pas été élevée au Fouta, comme tu dis. J'ai été élevée à Dakar. J'ai ma tante qui est Wolof, de père, mais sa mère est Wan comme mon père, et son mari est de Saint-Louis, comme vous. Alors, donc j'ai une culture saint-louisienne. Alors, mais je ne connaissais pas, je pensais, au moment où je lançais ma candidature, je pensais comme tout le monde, hey, les Toucouleurs là, ils sont, moi je disais les Toucouleurs comme vous, hein. Comme tous les autres peuples du Sénégal ou d'Afrique, je traitais mon peuple comme les Toucouleurs, les gens extrémistes, difficiles et tout ça. Mais à ma grande surprise, agréable surprise, j'ai été tellement soutenue par les marabouts. Des marabouts, des imams et tout, en disant Seydouane, c'est bien. Tu es sur la droite ligne des gens qui ont toujours lutté pour la libération, pour l'émancipation et pour le progrès. Donc, ils m'ont offert des livres sur l'islam, c'est vrai souvent, qui sont venus à mes réunions avec leur turban et tout pour assister à mes conférences, qui a donné les noms de tous ses frères et sœurs et parents pour qu'ils adhèrent à mon parti politique. Donc, il n'y a pas eu de problème. Je disais à quelqu'un qui parlait de Awali, Aoubakarli, quand elle a sorti son livre, on lui a posé presque la même question en disant comment une petite fille de Cheikh Omar Foutiyou Tall ose comme ça paraître aux yeux du monde. Et moi, je répondais à sa place, avant qu'elle ne prenne la parole, pour dire c'est parce que vous connaissez très mal Cheikh Omar Foutiyou. Cheikh Omar Foutiyou Tall, à chaque fois qu'il transmettait son savoir à quelqu'un, il passait par une femme. Pour transmettre ou pour révéler El Hadj Malick Sy, il est passé par qui? Par la mère de El Hadj Malick Sy, Fawad Wele, qui a envoyé son frère. L'histoire montre bien que c'est la femme qui a envoyé son frère pour aller vers Cheikh Omar Foutiyou, et Cheikh Omar lui a donné à sa sœur la Tariqa Tidiane. Il a fait la même chose avec la mère de Borom Touba, Mame Diarra Bousso. Il a dit, voilà, vous allez avoir un garçon, un enfant qui sera connu. Donc il transmet, il parle aux femmes. Il met les femmes en valeur. C'est l'importance de la mère et de la femme. Voilà. Et si je reprécise, est-ce que vous avez une place qui vous était destinée quand vous êtes né, qu'on vous a amené à Dakar? Ce n'est pas fortuit qu'on vous ait amené quelque part peut-être pour que vous puissiez bénéficier d'une certaine éducation. Est-ce qu'il y avait une place qui vous était destinée à la fin, à part peut-être le fait d'être épouse, mère qu'on attend, mais est-ce qu'il y avait des études qu'on attendait que vous fassiez ou un métier ou qu'est-ce qui était attendu de vous? Quelle place vous était destinée? C'est une bonne question. Je dois dire que j'ai été pas confiée comme ça gratuitement. Oui, bien sûr. Je reviens au fait que chez la Poulard, il y en a qui ne sont pas d'accord, qui sont fâchés, mais je le dis toujours, le mariage est fait pour du bonheur. En tout cas dans les familles et alentour. Quand il y a quelque chose qui vous dérange, vous quittez. Donc ma mère a divorcé très tôt. C'est vrai, j'avais 2 ans quand elle a divorcé avec son cousin. Parce que ça aussi c'est une pratique, on reviendra peut-être dessus. Mais allez-y. Dès qu'on est, on vous destine à quelqu'un. On vous destine à quelqu'un. C'est une tradition. En vous attachant une corde, on va dire un chiffon. On attache un bracelet. Oui, exactement. Un bracelet doré. Exactement. Autour du poignet. Autour du poignet pour dire celui-là est destiné à Ibra ou à Mamadou ou à Bira. D'accord? Alors donc,
les gens se marient comme ça, des mariages d'intérêt, j'allais dire, ou de raison. Mais une fois que ça ne marche pas, les gens se quittent paisiblement, sans problème. Ils gardent les relations parce que c'est des cousins, etc. Donc ma mère a quitté, j'avais 2 ans, mon grand frère avait 4 ans, et mon père qui devait élever, il était chef de canton, je t'ai dit, à Cascade, où je suis née, et donc il devait élever ces enfants-là. Et c'est là où ma tante, sa sœur, a tout fait pour lui dire confie-moi cette fille. Et c'est là mon père qui ne voulait pas lâcher, il m'a confié à ma mère, à ma tante. Je dis maman de toute façon, à ma badienne, c'est parce que c'est le mot wolof. Et il ne m'a même pas confié à ma tante maternelle, sa sœur, mais à son mari, qui était un de ses frères, de ses collègues. Sur tous les plans intellectuels comme lui, travailleur comme lui, fonctionnaire de l'État français de l'époque, Talibé Tidiane comme lui, et tout. Il a dit expressément, Fatima ma soeur, je ne te confie pas ma fille, je la confie à Alun Salou Fall, mon frère. Voilà, et mon oncle était un grand intellectuel. Qui était d'ailleurs l'intendant de l'école normale supérieure, qui était le père de France pendant la colonisation, payeur à la pension des retraités, et bon, donc d'une lumière, je veux dire, extraordinaire, qui avait un projet pour que tous ses enfants réussissent. Après, tous ses enfants ont réussi. Il y en a une qui était ministre, Khalifa Diallo, malheureusement qui est décédée. Il y en a qui est d'abord Fall et ingénieure agronome, elle est dans Leader Femmes, l'association des femmes leaders, etc. Toute la famille a fait ça. Bon, donc j'étais destinée aussi, comme tout le monde, à un autre homme, mais très tôt j'ai su négocier. Il faut dire que j'ai négocié. J'ai négocié avec ces hommes-là, avec le monsieur Bessan qui est décédé maintenant, qui est un cousin direct, parce que sa mère est la sœur de mon père. J'ai pu négocier, parce qu'on était des amis pour le dire, ça ne marchera pas. Parce que j'ai déjà, à un moment où je devais devenir une épouse, j'étais déjà révolutionnaire. Alors je ne pouvais pas épouser n'importe qui. C'est ça le problème. Et les gens comprenaient. Lui, il a compris. Tout autour, les gens n'ont pas compris, se sont fâchés contre ma tante, qu'elle était à la base et tout, se sont fâchés contre beaucoup de gens. Mais lui, il avait compris que c'est vrai que si on se mariait, il allait avoir des problèmes parce que je sortais déjà quand je voulais, j'allais écrire des tracts, j'allais à des réunions et tout. Et mon père, Saloufa, a été contraint, j'allais dire, mais comme il nous a dit, je suis fière de vous. Vous savez quel jour il m'a dit ça? Le jour où il m'a vu, il me dit qu'il était en face de moi, je venais et lui dans l'autre sens. Il dit, il y avait les garçons devant lui qui lui disaient, il y a celle qui arrive, c'est un homme ou une femme? Regardez la façon avec laquelle je marche. On avait des jeans, des kickers, afro, parce que c'était le Black Panthers Party à l'époque. On s'habillait et on marchait comme le Black Panthers Party en bondissant et tout. Et puis, il paraît que les jeunes de mon âge disaient, mais si c'est un garçon, il est trop beau. Mais si c'est une fille, qui est-ce que parmi vous va la draguer? Mon père a dit, et quelqu'un le plus audacieux a dit, bon, je vais essayer. Mais j'ai dit, comme je marchais straight ahead, je dis, je marchais tout droit. Quand je suis arrivée à Londres, ils se sont dispersés. Et mon père a dit, bravo, maintenant j'ai confiance en toi. Les garçons de ton âge n'osent pas t'affronter. Oui. Vous voyez. Donc, j'ai bénéficié de tout ça. Alors, ce qui fait que, bon, au bout de combien d'années de militantisme, pour revenir à ma candidature, au bout de 68, si je m'arrête là, j'aurais pu monter depuis l'agression des policiers sur les membres du PAI, mais 68, 69, précisément, j'ai commencé à militer sérieusement dans les cellules d'études et de réflexion avec Landing Savané, le mari Anne-Jolique Savané, comme j'ai dit tout à l'heure. Exactement. Et on a milité là, et après on a formé un mouvement clandestin de gauche qui s'appelle Mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste, MJM. Et vous vous cachiez?
On se cachait, on faisait des tracts, on a arrêté plein de gens pour ça. Oui. Parce qu'ils remontaient, quand les Blondins ont brûlé le centre culturel français, on était tous ensemble dans nos réunions, on préparait la venue, contre la venue de Pompidou à Dakar, on a fait tout ça, on a écrit partout, on a dénoncé Partout. Partout. Oui. Et voilà, mais c'est vrai, on nous prenait au sérieux parce qu'il y en a qui sont morts pour ça. Oui. Il y en a qui ont perdu leurs études. Oui. Il y en a qui ont perdu des membres. Vous parlez de Omar Blondin Diop. Omar Blondin Diop est mort. Alou-Sénou Cissé a été tué, décapité en tant que jeune étudiant qui a été incorporé par la force précisée combien 19, dont mon mari d'ailleurs, on ne se connaissait pas encore. Voilà, donc c'est là où on a continué jusqu'au moment où Cheikh Anta Diop a créé son parti. Exactement. Comment s'est fait cette rencontre? Voilà, donc il y a eu, Cheikh Anta c'est un savant et il est en bonne relation avec beaucoup de gens du peuple. Et c'est comme ça qu'une de ces relations est venue lui dire que Cheikh Anta a décidé de rencontrer des jeunes qui sont prêts à mourir et beaucoup sont morts d'ailleurs pour la patrie. Lui, il veut faire la jonction entre l'ancienne génération qu'il représente et la jeunesse révolutionnaire et patriote. C'est comme ça qu'il nous a transmis le texte, le projet de statut, de règlement intérieur et tout ça. On a discuté pendant 1 an presque. Et c'est le 5 janvier 1976 qu'il a créé le RND, Rassemblement National Démocratique, dont j'étais membre fondateur. Oui. J'étais là au moment, et c'était vraiment la grande joie de travailler avec ce pharaon de la culture. Et voilà. C'est très beau de revisiter avec vous ces moments d'histoire, ces moments de vie. Parce que pour nous, ce sont des moments d'histoire, mais vous, c'est votre vécu. Ce sont des choses que vous avez vécues et que vous avez vu naître, que vous avez accompagné pendant un certain nombre d'années. J'ai l'habitude de dire, parce qu'il y a une question qu'on pose aux femmes et qu'on ne pose qu'aux femmes, je le dis tout le temps, et que moi qui me hérisse. Mais dans cette conversation, je la pose. C'est de dire aux femmes à chaque fois comment vous avez pu allier engagement militant, travail et vie de famille et d'épouse. Voilà. Là, ça c'est une bonne question. La grande chance, c'est que nous, on ne se laissait pas épouser par n'importe qui. Oui. On était l'épouse de nos camarades. On épousait des gens qui semblaient avoir, ou qui avaient exactement les mêmes conceptions, d'ailleurs qui militaient dans la même structure que nous. C'était ça, c'est mon cas en tout cas. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Parce que comme je t'ai dit, j'ai toujours su que je ne pouvais pas me marier avec n'importe qui. Parce que c'était une forte conviction, je ne le faisais pas pour quoi que ce soit, je le faisais parce que c'était une conviction, il faut que le peuple se libère et que les injustices soient absolues. Alors donc, voilà, j'ai épousé M. Amadou Tidiane, qui était dans la même structure politique que moi, qui fait partie, je l'ai dit tantôt, des 49 qui étaient exclus par Senghor et incorporés dans l'armée de force et qui ont fait tout ça, qui était donc, j'ai épousé, et elle a porté ma libération, j'allais dire, j'allais dire, c'est vraiment ça, parce qu'il arrive que mes maris, attention, c'est des gens de choses à ne pas faire. Parce que c'est comme ça que vous donnez de mauvaises habitudes aux hommes qui vont finir par vous asseoir. Ça veut dire, donc il était là, on se partageait tout. On se partageait tout, les dépenses, le travail à la maison, les enfants. Les enfants étaient même plus attachés à lui qu'à moi. Il arrivait, il dit, maman, papa, j'ai fini, viens me nettoyer, des trucs comme ça. Tu vois? Oui. Allah rokkunomi gandal pular mofti gandal Allah rokkunomi demgal rote wati demgal neddo darobi na wattami bagal mami sado ami biye holko badni badmi ko wiide mbemi demgal
Mais c'est rare, en fait, c'est rare. Oui, c'est relativement rare de partager la vie d'un homme aussi déconstruit. En fait, on utilise ce terme-là maintenant, aussi déconstruit, qui ne considère pas que les tâches ménagères sont genrées. Oui, sont genrées. Voilà, et que vous voulez partager juste, et qui n'aide pas, il fait juste sa part. Oui, il fait sa part. Oui, il fait sa part. Il n'a rien qu'elle en fasse plus que moi. C'est vrai, hein? Oui, il fait vraiment sa exactement. part. Les enfants le reconnaissent à tout que le papa, vraiment, il a toujours été là pour nous. Oui. Il était prêt à me dire, va à la réunion, moi je reste, parce que les femmes doivent avancer plus rapidement que les hommes, parce que nous avons des acquis que vous n'avez pas. Des trucs comme ça, il m'a soutenu pour les études et tout, vraiment. C'est une chance. Oui. Mais je dois dire que c'est jamais complet. Parce que la société est là pour diviser. Oui. La société est là. Il y a une voisine qui me dit toujours, Mariam, attention, les gens, c'est qu'ils disent à ton épouse là, un jour il va se révolter. Parce que les gens viennent dire, tu es trop libéral, avant c'est toi qui fais ça. Et ça a commencé à flancher un peu, parce que j'ai solide ça, j'ai dit bien, un tout petit peu, changer un tout petit peu, quand mon garçon a grandi un peu, et que dans le quartier, on pouvait dire, c'est pas pour mes balais. Oui. C'est ton père qui passe le balai, ton père qui nettoie. Ou de quelqu'un qui vient, qui nous aide à nettoyer le riz. En Wolof, il a dû travailler au corps, vraiment, de le liguer. Etc. Les gens sont là pour ça. C'est vrai. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. Et les hommes, quoi qu'on dise, ne changent pas totalement. On est d'accord. Non, mais c'est ça. Quel que soit, il y a un moment où ils se disent, c'est moi l'homme. Tu penses que je suis faible, c'est parce que je fais ça que tu penses que je peux tout te permettre, alors qu'ils avaient tout permis. Alors, un moment, et ça a un coût pour les femmes. Oui. On le reçoit mal. Oui. Parce que le jour où tu diras chez moi, ou je ne suis pas ton égard, ou je suis ton. Alors là. Le couple vacille. Non, ça c'est révoltant. Oui, ça révolte des gens comme moi, et ça peut créer quelques clashs momentanés. Qu'il faut gérer. Voilà. Que vous acceptez, que vous choisissez. Que vous choisissez de gérer, de dépasser, de le faire ensemble, ou bien de dire, voilà, ça s'arrête là, nos chemins vont se séparer. Voilà, c'est ça. Et vous avez fait le choix de travailler ça ensemble et de le traverser. Il y a eu des clashs momentanés pour être historienne, parce que je suis historienne. Il y a eu des clashs momentanés où carrément, je suis sortie de la maison, je suis allée habiter ailleurs et tout, quelque temps, et puis à tous les coups, ça s'est réconcilié, parce que les gens de la maison. Et on l'a fait trop tard. Mais je suis contente. Regarde, on s'est mariés en 1974. Oui. C'est seulement dans les années 2000, c'est avec le parrainage que ça a commencé. Parce que là, ça, c'était évident. C'est intéressant ce que vous êtes en train d'aborder. La partie que vous êtes en train d'aborder est super intéressante. Là, maintenant, vous êtes leader et la donne change. La donne change. Maintenant que je suis leader carrément, c'est moi qui décide. Et quand j'ai créé le parrainage, je n'ai pas averti. C'est la première fois que je vais cavalier seul, parce que c'est venu naturellement. C'est en 98. 98, voilà. Le 8 mars ou le 5 avril 98. Alors, j'étais, pendant tout ce temps-là, on était dans le MJML ensemble. Et après, qui est le mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste. Voilà. Mouvement des jeunes marxistes-léninistes. D'obéissance maoïste. Oui, les anciens maoïstes. Maoïstes. Voilà. Et après, nous, on a intégré ensemble le RND. Et quand on est allé en France, moi, j'ai plus milité au RND que lui, parce que lui, il avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Bon, et moi, j'ai participé à l'installation du RND à Paris. Donc, de 76 à 80. Je suis rentrée en 80. Quand je suis rentrée, je suis, 6 ans après, Gérard Diop est mort. Oui. OK? Gérard Diop est mort et moi, je me suis retirée plus ou moins. Je ne me suis pas retirée, mais j'ai eu moins de pratique. Oui. Parce que je commençais à entrer dans la vie productive, j'étais professeur. Vous avez des nouveaux enseignants sur l'histoire et la géographie. En Europe, tu fais une formation dans un domaine. Histoire, moi je suis historienne. Quand tu arrives au Sénégal, que tu dois enseigner au lycée,
On tourne pause, histoire et Et géographie. géographie, Et oui. moi, j'avais même l'histoire, c'était l'histoire de France, et des trucs comme ça, mais j'avais les données et les possibilités, la méthodologie pour connaître le reste. Donc, j'avais pas beaucoup de temps et j'avais déjà 2-3 enfants. Je Oui. commençais à avoir 2 enfants, 3 Oui. enfants. Alors, ce qui fait que j'étais moins occupée à faire la politique, c'est vrai. Mais ce qui fait que je me suis occupée plus de mes enfants jusqu'en 86. Quand Cheikh Anta est mort, j'ai arrêté des activités politiques, je peux dire. Je n'ai pas été très active pendant ceux qui ont succédé à Cheikh Anta Diop. Madior, Yéli Madior Fall, et par la suite d'ailleurs, le professeur Pape de Blondin, Diallo Diop. Alors Professeur donc, Diallo Diop. pendant 5 ans, je me suis occupée de ma famille, plutôt. Et là, c'est là où le professeur Iba Der Thiam a créé son parti. PSD Diamtoubi? Non. Non, pourquoi c'est PSD qui est venu? Garab Gui. Oui. CDP. CDP Garab Gui. Ah, Pourquoi, enfin, oui. des fois la mémoire fonctionne assez Oui, bizarrement, c'est ça, donc CDP Garab Gui, désolé. C'était la mode à l'époque de dire le nom Oui. et de rajouter un terme wolof Oui. pour spécifier. Donc c'est CDP Garab Gui. Oui. Convention des démocrates et des patriotes. Hein, il y avait Ouais, déjà c'est pas le nouveau terme. C'est pas un nouveau terme, C'est pas le patriote. nouveau terme. Ouais, c'est des démocrates et des patriotes. Oui. C'est des Garab Gui. Alors donc là, Iba Der a décidé de faire la présidente nationale des femmes de la CDP Garab Gui, qui avait beaucoup de succès. Comment dire, le Bayré d'Iba Der est connu, hein, vraiment. Parce que simplement, lui aussi, il avait un rôle historique qu'il a joué un peu partout, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que syndicaliste et autres, et en tant que ministre d'ailleurs, qui a fait des rénovations, qui a fait des ruptures et tout. Alors donc, j'étais la présidente nationale des femmes de 93 jusqu'en 98. À partir de 98, il y a eu les rivalités féminines. C'est là où je me rends compte que les femmes ne s'entendent pas. Les femmes rivalisent. Pourquoi les femmes n'avancent pas? C'est parce qu'entre elles, elles se neutralisent. Quand il y en a une qui veut émerger, il y en a une autre pour l'empêcher d'émerger. C'est ça le problème des femmes. Je vois ce que vous êtes en train de Oui, c'est ça le problème des femmes. Ce qu'on appelle ça de la misogynie intériorisée. On leur a tellement mis une chape sur elles-mêmes qu'elles-mêmes ont intériorisé cela et s'entretuent vraiment entre guillemets Voilà, les unes les c'est autres. exactement ça, c'est extraordinaire. Et je vis ça jusqu'à présent. Même que vous avez lutté individuellement jusqu'à émerger, être leader, première femme à parler de la présidence de la République, mais j'arrive dans un milieu, on me dit non, on ne vous donne pas la parole, non, attention à elle. On essaie de vous effacer de la terre, quoi. Je ne comprends pas. Mais c'est fou, hein. Vous avez appelé ça misogynie. Misogynie intériorisée. Intériorisée, voilà, c'est exactement ça. Parce qu'elles ont un comportement misogyne envers des femmes comme elles, et sauf que elles ne peuvent pas elles-mêmes être elles ont intériorisé cette misogynie qu'elles ont subie et elles répliquent. Elles répliquent. Voilà. Elles réagissent. Exactement. Oui, elles répliquent. Elles ne font pas attention maintenant qu'elles répliquent sur leur propre sort. C'est exactement ça. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Voilà, donc là, à partir de là, il y a eu les hommes utilisent les femmes pour émerger. Donc, alors, à partir de 8 mars, j'allais dire, mais maintenant, les journaux ont sorti ça le 5 avril 1998. Au moment où la CDP Garab Gui organisait un congrès d'investissement, d'investiture pour l'Assemblée nationale, pour les députés de 98, alors moi, je suis allée. On a organisé ça en tant que présidente nationale des femmes. Nous avons tout fait pour bien organiser ça. Au moment où ça se passait à Thiès, j'ai décidé de ne pas aller à ce congrès. Parce que je n'étais pas là pour me battre contre mes soeurs. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis allée m'installer à Frédéric Ebert, qui organisait quelque chose de parallèle. Par hasard, je suis là. Et c'est là qu'un journaliste est venu me dire, mais Marie, on ne comprend pas. Tu es président national de la CDP Garab Gui. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour ton parti. Ils organisent la journée d'investiture et tu n'es pas là. Je dis, bon oui, parce qu'eux, ils investissent des députés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mon seul objectif, c'est la présidence de la République. C'est parti comme ça. Oui. Ils me disent, quoi?
Je dis oui. Et comment vous allez faire? Je vais créer mon parti. C'est parti comme ça. Oui. Et Dieu est là parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'appelle? Seigneur Salum Mbacké, Boubarbi, avait déjà pris la place de Khalifa. Mais il n'avait jamais parlé au public. Jamais, jamais. Et c'est le jour où il avait décidé de parler. Donc, dans le journal Le Pop, à l'époque, on a une grande photo de Seigneur Salum Mbacké. Et en dessus, comme chapeau, on avait mon objectif, c'est la présidence de la République. Oui. Et moi, on m'a fait un petit Macron, Oui. médaillon au-dessous, et c'est moi qui parlais. Donc le journal est partout parce que les gens pensaient que c'est lui qui disait ça. mon objectif, c'est la présidence de la République. Sinon, c'était une publicité extraordinaire que je dois à Seigneur Salum Mbacké. Il n'y a pas de hasard. Alors donc, ça a fait le tour du monde et tout le monde a en parlé. Et c'est comme ça que les gens m'ont appelé, oui, ça m'intéresse. J'ai eu une liste de milliers de gens entre le mars 98 et le jour de mon assemblée générale constitutive, il y a eu 18 mois. Quand même. 18 mois, oui. Je n'ai pas créé, vous voyez, quand j'ai été retournée. Vous avez dit juin, c'est janvier, oui, c'est bien janvier. 2000. C'est janvier 2000. Exactement. Alors, j'étais déjà candidate. Donc, tout le monde a dit candidature, la première candidature africaine de l'époque, d'une femme africaine. Et comme tout le monde disait, Halpulaar, noire, musulmane, tariqa tidiane, toutes choses qui font que les femmes ne doivent pas apparaître. Et voilà pourquoi cette femme-là. Donc, ça a fait le tour du monde. Là, je pèse bien mon nom. On m'a appelé de partout, BBC, toutes les radios du monde m'ont appelé et tout. Et tout le monde posait la même question. Qu'est-ce que ton peuple a dire? C'est sûr que tu auras des problèmes. Ils ont voulu que je sois... Ils ont pensé que j'étais détachée de tout ça, de cette culture musulmane, islamique. J'étais détachée de tout ça, alors que c'est pas vrai. Total, ça a fait le tour du monde. Voilà. Entre-temps, j'ai été invitée à faire le cours, la formation de training sur le gender à Amsterdam et tout. J'ai fait ça, j'ai fait 3 formations comme ça. Et par hasard, là aussi, j'ai eu sur un plateau d'argent presque mon programme. Parce que tu sais, quand on commence les formations, on se tient par la main, on demande à chacun quel est ton comment dire, what is your hope? Quel est ton espoir, ce que tu espères faire? Qu'est-ce que tu espères faire? Et moi, je dis, mon seul espoir, c'est de devenir la présidente de la République du Sénégal. Et tout le monde a applaudi. Donc, tout le cours tournait autour. When Mariam became the president du Sénégal, qu'est-ce qu'elle va faire pour la petite enfance? Qu'est-ce qu'elle va faire pour les vieux? Qu'est-ce qu'elle va faire pour tous les genres humains? À tous les genres humains. C'est pourquoi moi, cette notion de genre, je ne mettais pas du tout l'homosexualité là-dedans. Je voyais tous les genres humains. Mais c'est facile de faire glisser l'homosexualité, je dois dire. Mais en fait, nous, on avait appris comment être juste avec tous les hommes. Tous les êtres humains, non. Normalement. C'est-à-dire la petite enfance, les vieux, le troisième âge, les handicapés, qui que ce soit. Il faudrait que dans la budgétisation, dans le processus de répartition des compétences, qu'on tienne compte de tous les genres de façon équitable. On est d'accord. Voilà, c'est ça que j'ai appris. Et c'était ça mon programme. Je disais, mon programme s'inspire de l'approche genre qui veut que lutte contre toute forme de discrimination envers tous les genres. Ben oui, voilà, c'est exactement ça. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez parlé de votre parcours politique qui vous a amené jusqu'à la création de votre propre parti, mais vous avez connu aussi la clandestinité. Ça, j'ai remarqué, à toutes les personnes, en fait, même si c'est off the record, qui ont vécu cet épisode de la clandestinité, ont plus ou moins quelque chose en commun. Ils ne se livrent pas facilement. Ils ne partagent pas énormément de choses, on va dire, un petit peu partout. Est-ce qu'il y a des séquelles de clandestinité qu'on garde? Non, mais je vais retourner ça. C'est la faute des journalistes. Oui. Les journalistes s'intéressent au spectacle. Oui. Et nous ne sommes pas spectacle. Oui. C'est-à-dire notre formation ne nous permet pas, d'être spectaculaire. Nous sommes pour la réflexion, pour les débats et tout. On me l'a reproché d'ailleurs quand j'ai fait la campagne électorale en
pour les Pour la législatives. coalition, oui. Non, parce Oh, que- oui, parce que personnellement en 2001, 2002, oui. 2001, Oui, 2002, c'est j'ai ça. fait ma propre Exactement. liste Je avec pensais que vous 65%. parliez de la coalition en 2000. Non, code 2000, c'est Oui, vrai, on ok. reviendra là-dessus, parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Oui, À un moment, oui. j'ai dit, voilà. Exactement. Donc, les gens ont dit, mais def si punk, def si saga, def si... Ils pensent qu'un politicien devrais doit être insulter, agressif, agressif, doit insulter, doit faire une injustice. Ce n'est pas ma culture familiale, d'ailleurs. On nous interdit. Vous le savez très bien, c'est la même chose que toi. On nous interdit. Déjà, on trouve qu'on était assez agressif de dire la vérité. Que la vérité, déjà, les gens trouvent que c'est agressif, alors qu'on ne se met pas à rouler les yeux ou à insulter, à autre chose. Mais les journalistes, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui Je suis est pas grande journaliste, gueule, non, voilà, heureusement. Enfin, non, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui insulte, qui est très bagou, donc on préfère donner la parole au bagou. N'est-ce pas? Il y a ça, il y a aussi, comme vous dites, qu'on n'est pas, la clandestinité forme. Ça a des conséquences sur nos personnalités, nos façons de faire. On préfère, on ne faisait pas les choses pour se faire voir. On faisait des choses pour faire avancer le monde. Il y a un impact. comme C'est on ça. dit. C'est ça. Hein? Jusqu'à présent, je peux avoir une belle idée, je l'exprime quelque part. Je vois quelqu'un en train de le mettre en chantier. Les gens me disent, mais c'est ton idée. Je dis, c'est tant mieux. Moi, je l'avais émise pour que quelqu'un s'en approprie et avance. Je ne suis pas là, je ne suis pas dans les rivalités entre, oui, tu as été primaire, tu as été deuxième. Les gens ont tenté entre moi et c'est du vrai d'ailleurs, Amsatou. Amsatou Sow, c'est vrai. Voilà, Amsatou se fait passer pour la première femme. Je dis, mais arrêtez ça, arrêtez ça. Elle est allée jusqu'au bout des élections. Elle, c'est pour moi, pendant 2 ans, j'étais candidate à la présidence. J'ai été. Et le 26 janvier... Vous avez refusé de payer 6 millions. Voilà. J'ai dit, je ne paye pas les 6 millions. Parce que ces élections vont être truquées, je le pensais. Et voilà, donc, mais elle est allée aux urnes, elle est allée, et elle a été, tu sais, comment on fait? On fait tout pour tout. Je l'ai dit d'ailleurs quand j'ai décidé le 26 janvier, j'ai dit, je ne veux pas qu'on fasse de mon expérience ce qu'on a fait avec Charente. Parce que quand une expérience peut changer le monde, il y a les forces obscures qui sont là pour la dévaloriser. Pour la dévaloriser, pour faire des complots contre lui, pour faire des trucs comme ça. Ça ne rate pas. À tous les coups, les forces obscures sont là pour faire avorter les grands projets. C'est comme ça que je l'avais dit. J'ai dit, Charente, on a tout fait. Regardez Charente, ils allaient aux élections, après on dit qu'elle a zéro. Zéro partout. Même dans les bureaux de vote, on est zéro. Parce que simplement, il fallait décourager cette compétence qui, s'il arrive au pouvoir, va révolutionner non seulement l'Afrique, mais le monde. Moi aussi, ça remettait en question l'ordre établi des femmes qui doivent rester derrière les hommes, surtout en politique. Derrière les hommes, à applaudir, à être utilisées contre d'autres hommes ou d'autres femmes, etc. Voilà. Après, quand je parle à tous ceux qui ont fait le mouvement de gauche au Sénégal, en tout cas ceux à qui j'ai pu parler, vous êtes tous, à très peu d'exceptions près, vous vous êtes tous retrouvés à un moment à soutenir un libéral en 2000. Comment on passe d'un maoïsme à soutien pour un libéral? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ce qui se passe, c'est que le maoïsme est ainsi fait. Le maoïsme, si vous étudiez l'histoire de Mao Tse-tung lui-même, et de sa prise au pouvoir en 1949 en Chine, c'est parti d'un large front uni anti-impérialiste. C'est comme ça qu'ils ont appelé. D'accord. Et c'est comme ça que vous l'avez... Parce que le maoïsme est très scientifique. C'est très scientifique. Elle l'est d'ailleurs. Il dit pour chaque problème, il faut décortiquer et voir quel est le problème principal. Quels sont les autres secondaires? Ils disent contradiction principale et contradiction secondaire. Si la contradiction principale, c'est de faire de telle sorte que le Sénégal soit libre, il faut aller chercher tous les gens qui veulent que le Sénégal soit libre, qu'ils soient noirs, rouges, méchants, bons, tu les prends. Comme on dit. Tu prends tous ceux qui veulent que le Sénégal soit libre, tu les prends. Après, quand le Sénégal sera libre, on dira, ceux qui veulent qu'une oligarchie politique ou familiale soit au pouvoir, on va les combattre. Et c'est là qu'on va combattre tous les gens qui veulent pas
de donner cette liberté au reste du peuple. Et comme ça, crescendo, on élimine une à une toutes les contradictions. Donc c'est un fait maoïste que de s'allier avec d'autres gens, mais pour une étape, une seule étape. L'étape suivante, ils se retournent contre ces mêmes gens d'ailleurs, les combattent, parce que c'est comme aussi a fait contre Chiang Kai-shek. Une fois qu'ils ont libéré la Chine, le Japon et d'autres ingrédients, ils s'est retourné pour dire maintenant, moi, ce n'était pas simplement pour libérer, c'est pour installer le socialisme et le communisme. Donc toi qui es capitaliste, on l'a bouteille d'or, on l'a mis, elle est allée s'installer à Lille, vous connaissez l'histoire. Donc c'est l'âme du maoïsme, ça. Alors, on arrive presque à la fin. Oui. aram lo kumba jam fawa do farma jom ni mesarba bagare daraman aram lo kumba jam fawa do farma jom ni mesarba Et comme d'habitude, j'ai toujours deux dernières questions. Si vous deviez jeter un regard en arrière par rapport à tout votre vécu, considérez-vous aujourd'hui être à votre place? Non. Oui, non? Non. Oui. Je devrais faire partie des gens qui décident dans ce pays. Parce que j'ai assez d'expérience, assez d'humilité, pour pouvoir participer. Mais au Sénégal, on participe quand on est derrière le parti au pouvoir. J'ai été conseillère, vous avez dit à la primature. À la présidente. Non, à la primature. À la primature, c'est à la primature, j'étais conseillère de 2000 à 2007. 2007, j'étais sénatrice. Oui. Et jusqu'à 2012. Et puis 2012, je suis retournée case départ. Donc je ne suis pas impliquée dans la gestion de l'État. Heureusement que, comme vous dites, je suis à l'OMP et je suis à l'Institut panafricain de stratégie avec Cheikh Tidiane Gadio pour réfléchir sur les solutions africaines qui feront avancer les choses. Bon, mais je ne suis pas à ma place, je le sais. Il arrive qu'on organise de grandes choses pour les femmes leaders, je ne suis pas invitée. Oui. Vous comprenez? Je comprends. C'est pas normal, ça. Et je ne suis même carrément pas invitée. Oui, je comprends. Pour te dire, non, je sens que c'est ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'on a lutté soi-même sur ses propres forces jusqu'à émerger, les gens tentent de vous enterrer. Tu as l'impression qu'ils tentent de vous enterrer. En tout cas, pour eux, tu ne comptes plus. On ne peut plus rien faire, tu as assez fait, tu as assez vu, on t'a assez vu, comme si c'était comme ça. Alors que ce n'est pas ça. Je crois qu'il faudrait fédérer toutes les forces, comme vous avez eu la chance de les contacter. Vous avez vu la puissance de ces femmes-là. Comment elles sont incroyables. Comment on va laisser les choses se perdre comme ça? Comment on peut laisser Marie-Ange jusqu'à venir en marge jusqu'à présent? Anta Diouf, Col de Bois, Fat Diagne, toutes les femmes, c'est ça que vous avez contacté, auraient pu apporter beaucoup de choses. Contacter après, je ne sais pas si j'ai le droit de vous donner des noms. Oui, bien sûr. Mais Dior Falso. Oui, que je veux avoir. Je viens de revenir. Que je veux avoir, oui. Incroyable, d'une sagesse et d'un courage extraordinaire. Mais regardez, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qu'on met en avant? Quelle sorte de femmes on met en avant? Je ne veux pas les critiquer, mais c'est des jeunes à qui les autres auraient pu apporter beaucoup de choses. Mais on les met de côté. Je ne suis pas à ma place. Je vois parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Et la toute dernière question, si vous aviez 20 ans en 2022, qu'auriez-vous aimé savoir faire? Tournez la question comme vous voulez. Si vous aviez 20 ans en 2022, qu'auriez-vous aimé savoir? Ce que j'aimerais savoir, si j'avais 20 ans. 20 ans là. Que 20 ans là. Tout est encore possible, tout. Oui. Alors, si j'avais 20 ans, moi, tu vas te marrer, parce que j'ai dit, j'ai pas d'âge. Ouais. Peut-être que j'ai 20 ans en ce moment. D'accord, je suis d'accord
J'ai 20 ans. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariam Only. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans Conversation féminine. Merci beaucoup. Vous écoutiez le podcast Conversation féminine. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Si ce n'est pas encore fait, allez sur Apple Podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle conversation. De uma pequena gente, de corpo perfumado,